Je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Assise dans ce fauteuil exigu pour le don de plasma, les néons bourdonnaient au-dessus de moi comme des abeilles en colère. L'infirmière me piqua le bras, sourit, puis regarda le microscope et se figea. Son visage devint livide. « Madame, murmura-t-elle. S'il vous plaît, ne bougez pas. » Sa voix tremblait tandis qu'elle attrapait le téléphone. 6 mois plus tôt, j'étais Violet Hart, PDG d'une entreprise de construction florissante, une femme qui bâtissait des gratte-ciel et se croyait invincible. Maintenant, j'étais une divorcée sans le sou, vendant mon plasma pour $50, répondit l'infirmière d'une voix tremblante. Votre sang, dit-elle presque avec déférence. C'est du sang doré. Seules 43 personnes au monde en possèdent. Avant que je puisse dire un mot, le directeur médical entra précipitamment. Mademoiselle Hart, un milliardaire à Monaco va mourir dans quelques heures faute de votre groupe sanguin. Sa famille se porte volontaire. Le numéro qu'il me donna me fit trembler les mains. 6 mois plus tôt, j'étais Violet Hart. Celle que les habitants de Kansas City surnommaient la dame de fer du bâtiment. J'ai bâti Hart Construction Group à partir de rien. Une vieille camionnette rouillée, des plans et une sacrée dose de courage. On était bon, vraiment bon. J'avais 15 employés, 4 équipes et la réputation de mener à bien les projets les plus impossibles. La ville me confiait des chantiers de démolition que personne d'autre ne voulait prendre en charge. Mon nom avait du sens. Mes camions arboraient mes initiales, VH, en bleu vif. Un signe de fierté inébranlable. Puis est arrivé le projet du centre commercial Bridgepoint. Ce serait notre plus gros coup, un contrat de démolition et de réaménagement de 25 millions de dollars. Mon chef de projet, Gab Collins, m'a assuré que toutes les sécurités étaient assurées. Gaz, électricité, eau, tout était coupé. Patron, j'aurais dû vérifier moi-même. Jeudi matin, à 10h14, j'étais en train de consulter les plans dans la caravane quand le terrain a été scellé. Un faisceau de lumière blanche a traversé la fenêtre, suivi d'un craquement, comme si le ciel se fendait. La conduite de gaz oubliée, enterrée depuis 1963, avait éclaté sous les fondations de l'ancien centre commercial. Les flammes rugissaient comme un monstre sorti de terre. Par miracle, personne n'est mort, mais l'explosion a fait la une des journaux télévisés du soir dans tous les États. Le titre du lendemain matin m'a anéanti. Négligence sur un chantier, des millions de dollars de dégâts. Les poursuites judiciaires ont afflué. Des sociétés privées appartenant à la compagnie de gaz de la ville. Mon agent d'assurance, un homme élégant en costume bleu marine, m'a tendu une liasse de papier avec un regard qui signifiait « Ne vous en prenez pas aux messagers ». Article 14b, a-t-il dit. Verification independent requires. Vous l'avez signé. L'assurance ne couvre pas la négligence, mais les plans, si. Il a haussé les épaules. Les erreurs de la ville ne vous exonèrent pas de votre responsabilité. 2 semaines plus tard, les contrats étaient gelés. Les comptes étaient saisis. Je suis passé de la gestion de projets de plusieurs millions de dollars à supplier les banques de ne pas vendre mon matériel aux enchères. Et c'est à ce moment-là qu'Evan, mon mari, a cessé de rentrer à la maison. Il avait été mon plus grand soutien, celui qui m'apportait le café sur les chantiers, celui qui disait adorer me voir avec mon casque. Mais le succès est enivrant jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le soir où l'avis de saisie est arrivé, il était là, devant la porte, sa valise à la main. « Evan, s'il te plaît, ai-je dit, la voix brisée. On peut reconstruire. J'ai juste besoin de temps. » Il ne m'a même pas regardé. Je n'ai pas épousé un raté, Violet. Tu es fauché, et je ne vais pas sombrer avec toi. La porte d'entrée a claqué derrière lui, et le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle poutre d'acier que j'ai jamais soulevée. Assise par terre dans la maison vide, entourée de factures impayées, j'ai réalisé que l'empire que j'avais bâti de mes propres mains s'était effondré en un instant, et qu'il ne me restait plus que moi-même. Le lendemain matin, après le départ d'Evan, la cafetière était encore à moitié pleine, elle sentait le brûlé et l'aigre. Sa brosse à dents avait disparu, son placard était vide, à l'exception d'un de mes vieux casques qui trônait sur l'étagère comme une plaisanterie cruelle. J'ai fixé l'avis d'expulsion scotché au réfrigérateur. Les lettres rouges qui criaient « Saisie ». Tout ce pourquoi j'avais travaillé avait disparu. L'entreprise, la maison, l'homme que je croyais à mes côtés quand tout s'effondrerait. Ma sœur Dana a appelé cet après-midi-là. « Tu ne peux pas rester seule là-bas. Viens vivre avec nous », a-t-elle dit doucement. « Je vais bien. » J'ai menti. « Non, tu ne vas pas bien. Ta voix sonne creux. » Ce soir-là, j'ai fait 3 heures de route vers l'ouest dans ma vieille Ford. Le même camion qui transportait autrefois des plans et de la fierté. Maintenant, il contenait des cartons étiquetés cuisine, outils, tout ce qui restait. Dana et son mari Rick m'ont accueilli gentiment mais avec prudence. Leur maison sentait la peinture fraîche et la normalité.
Ce genre de stabilité que je méprisais autrefois, la considérant comme un rêve. Maintenant, elle me semblait inaccessible. Ils ont dégagé de la place dans le sol en béton du sous-sol. Une petite fenêtre, un lit pliant qui a grincé quand je me suis assise dessus. Dana m'a serré dans ses bras et m'a murmuré. C'est temporaire, 6. Tu retrouveras ton chemin. Mais ces emplois temporaires se sont étalés sur des semaines. J'ai postulé à tous les emplois, assistante chef de projet, 4 postes de femmes, même des postes administratifs, mais chaque entretien se terminait de la même façon. Vous êtes surqualifié. Nous cherchons quelqu'un de plus jeune. Votre réputation pourrait attirer l'attention. Ces refus polis blessaient plus profondément que les insultes. La nuit, allongé dans mon berceau, je fixais le plafond du sous-sol, écoutant les rires étouffés des enfants de Dana à l'étage, leur vie continuant tandis que la mienne était en suspens. Le ronronnement de la machine à laver était devenu ma berceuse. Une nuit, j'ai entendu Rick murmurer à travers le plancher. « Elle fait de son mieux, ma chérie. Ne la laisse pas rester trop longtemps. » Les factures. J'ai cessé d'écouter. En janvier, mon compte courant affichait 47,80 $. J'ai vendu mon dernier bracelet en or pour payer l'essence. Chaque matin, je m'asseyais à la table de la cuisine avec Dana et je faisais semblant de postuler à un emploi sur mon vieux portable, calculant secrètement combien de temps il me faudrait avant de devenir un fardeau pour elle. L'idée d'appeler Evan m'a traversé l'esprit une seule fois. J'avais même écrit un message. « Excusez-moi, on peut parler. » Mais je l'ai effacé avant de l'envoyer. Il ne méritait pas d'entendre ma voix. Ce soir-là, je suis resté sur le perron, le vent d'hiver glacial transperçant mon manteau, à contempler les étoiles qui semblaient percer le ciel. J'ai murmuré dans l'obscurité. « Mon Dieu, j'ai déjà tout bâti à partir de rien. Je peux le refaire, n'est-ce pas ?» Mais le silence qui suivit était plus froid que l'air. Je suis rentré, j'ai fouillé dans mon portefeuille et j'y ai trouvé un billet de 20 $, un de 10, un de 5 et quelques billets froissés. Le lendemain matin, en me rendant à la bibliothèque pour consulter les offres d'emploi via le Wi-Fi, j'ai aperçu une enseigne lumineuse de l'autre côté de la rue. Centre de plasma biolif, nouveau donneur, 50 $. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis dit que peut-être cela suffirait à me permettre de tenir encore une semaine. Je suis resté planté sur le trottoir, les yeux rivés sur l'enseigne bleue lumineuse. Centre de plasma biolif, nouveau donneur, 50 $. 50 $. Cela me paraissait à la fois misérable et salvateur. De quoi payer l'essence? Peut-être les courses? Peut-être quelques jours pour faire semblant de maîtriser encore ma vie. À l'intérieur, l'air était imprégné d'une odeur de désinfectant et d'un désespoir silencieux. Une rangée de visages fatigués était assise sous le bourdonnement. Lumière fluorescente, étudiants, parents célibataires, hommes en bottes de travail, tous rivés à leur tablette. Je me sentais comme chez moi. À l'accueil, une jeune femme me tendit une pile de formulaires. « C'est votre premier don de sang ?» demanda-t-elle. « Oui », répondis-je en forçant un sourire. Première fois à bien des égards. Les questions étaient humiliantes. « Avez-vous mangé aujourd'hui? Êtes-vous actuellement sans emploi? Ce don est-il dû à des difficultés financières ?» J'ai coché oui aux 3 questions, et ma main tremblait en signant. Violet Hart. Une infirmière m'appela de l'autre côté de la pièce. Mademoiselle Hart. Par ici, s'il vous plaît. Elle avait une vingtaine d'années, des yeux pétillants et était aimable. Son badge indiquait Kelly. Ne vous inquiétez pas, dit-elle en me conduisant à une chaise. Tout le monde est nerveux la première fois. Surtout, ne dis pas que ça fait mal. Je ne vais pas mentir, sourit-elle. Mais je vais faire vite. L'aiguille s'enfonça fermement et un jet de sang rouge foncé emplit le tube. Un instant, je restai figé, les yeux écarquillés. Mon père donnait son sang à la Croix-Rouge quand j'étais petit. Il disait toujours, c'est le moyen le plus simple de faire une bonne action. Moi, je n'étais pas doué. J'étais désespéré. Tu as de belles veines, dit-il d'un ton enjoué en regardant l'écran. Belle couleur aussi. C'est bon. C'est parfait. Elle fredonnait un air en observant quelque chose à l'écran, puis s'arrêta net et fronça les sourcils. Elle se pencha vers la poche de prélèvement, puis se tourna vers moi. H.M., c'est étrange. Quoi donc? Demandai-je, l'estomac noué. Probablement rien. Je veux juste vérifier. Elle sortit un petit flacon de mon sang et s'approcha d'un microscope d'angle. Ses gestes devinrent soudain précis, prudents. Je la vis se pencher sur l'oculaire, s'immobiliser, puis regarder à nouveau. Lorsqu'elle se retourna, son visage était devenu livide. « Madame, dit-elle doucement. Veuillez ne pas bouger. Je dois appeler le directeur. »« Qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je malade? » m'exclamai-je. « Non, non, je vous en prie, restez immobile. » Elle sortit précipitamment,
la porte claquant derrière elle. Mon cœur battait la chamade. Les donneurs faisaient défiler leur téléphone, inconscients que mon monde était sur le point de s'écrouler à nouveau, ou peut-être d'exploser. Les minutes passèrent. Puis la porte s'ouvrit. Un homme grand, en blouse blanche, entra, tablette à la main, le regard vif et curieux. Dr Brennan, d'après son badge. Mademoiselle Hart, dit-il, j'ai quelques questions à vous poser. À propos de quoi? De votre sang. Kelly l'a mesuré 3 fois. Y a-t-il un problème? Bien au contraire. Il tira un tabouret et s'assit tout près. Une proximité qui met mal à l'aise. Vous avez un groupe sanguin Rhésus 0, dit-il. C'est le groupe sanguin le plus rare au monde. Seules 43 personnes en sont atteintes, selon les registres. Je ris nerveusement, d'un rire aigu. 43? Impossible. C'est extrêmement rare, dit-il calmement. Votre sang pourrait sauver des vies qui, sans donneur compatible, mourraient. Je fixai la poche d'échantillon à côté de moi, le liquide sombre qui pulsait dans la tubulure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai de la valeur? Disons simplement que les hôpitaux vous qualifieraient de miracle. C'est le cœur du monstre. Son téléphone vibra. Il fronça les sourcils en répondant, murmurant à toute vitesse un jargon médical. Quand il raccrocha, l'atmosphère de la pièce changea. « Quelqu'un vient vous voir, dit-il. On vous expliquera tout. S'il vous plaît, ne venez pas me voir. » Qui? Il hésita, puis me regarda avec un mélange d'admiration et de peur. « Une famille de Monaco, dit-il. Il y a un milliardaire là-bas qui va mourir dans quelques heures faute de votre groupe sanguin. » Je clignai des yeux. « Hein. Ils envoient un représentant tout de suite. » Je ris de nouveau, parce que je ne pouvais pas faire d'autre. « Docteur, je suis venu pour $50. » Il hocha gravement la tête. « Alors aujourd'hui, Mademoiselle Hart, pourrait être le jour où votre vie change à jamais. » Je restai figé dans ce fauteuil, l'aiguille toujours dans mon bras, tandis que les mots du docteur Brennan résonnaient en moi. Seulement 43 personnes sur Terre. Le bourdonnement des machines remplissait le silence entre nous. Mes pensées s'emmêlaient dans un tourbillon vertigineux. Milliardaire. Monaco se meurt. Mon sang. Docteur, il doit y avoir une erreur, ai-je fini par dire. Je ne suis pas spécial. Je suis venu ici pour $50 et de quoi payer l'essence. Mademoiselle Hart, dit-il calmement. Vous êtes spécial, que? Vous le croyez ou non? Le sang zéro pourri n'est pas seulement rare. Il est universel à tous les groupes négatifs. C'est ce que nous appelons le sang d'or. Les personnes de votre groupe sont des bouées de sauvetage. J'ai regardé la poche à côté de moi. Le lent filet de sang cramoisi qui, soudain, ne ressemblait plus à du sang. C'était comme de la monnaie, du pouvoir, quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous avons besoin de plus de tests, mais il s'est interrompu au milieu de sa phrase, son téléphone vibrant à nouveau, ses sourcils se fronçant tandis qu'il répondait. Oui, a confirmé Rotnell. Elle est stable. Compris. Des évanouissements? Lorsqu'il a raccroché, il semblait presque secoué. Ils le savent déjà, a-t-il murmuré. Qui sait? Ai-je demandé. La famille Marrero, dit-il doucement. Ils sont extrêmement riches. Leur patriarche, Henri Marot, souffre d'une maladie sanguine rare. Il a subi une hémorragie interne massive. Sans sang compatible, l'opération est impossible. J.I. sentima gorge se serrer. Vous voulez dire que mon sang pourrait le sauver? Il a hoché la tête. Exactement. Pendant un instant, la pièce a semblé basculer. Quelques heures plus tôt, j'avais échoué à vendre du plasma à l'épicerie. À présent, des inconnus de l'autre côté de l'océan connaissaient mon nom, ou du moins mon groupe sanguin. La porte s'est entr'ouverte. Kelly s'est glissée à l'intérieur. Son visage était rouge. Docteur Brennan, il y a une femme. Elle dit venir de Monaco. Il a ajusté son manteau. Faites-la entrer. La femme qui est entrée n'avait rien à faire dans ce centre de plasma miteux. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine. Grande, élégante, vêtue d'un tailleur gris qui respirait la richesse. Son regard, sombre et perçant, était fixé sur moi. Mademoiselle Hart, a-t-elle dit en me tendant la main. Je suis Lucia Corvel, représentante de la famille Marrero. Sa poignée de main était ferme, mais froide, détachée. Un membre de notre famille est en train de mourir, dit-elle. Nous avons cherché un donneur partout dans le monde. Vous êtes la seule compatible. Je la fixai, muette. Que me demandez-vous de faire, exactement? Venez avec nous, dit-elle. Notre jet privé nous attend. Nous pourrions être à Monaco en moins de 12 heures. Le docteur Brennan me regarda. Ils offrent une compensation, violet. Une compensation substantielle. À quel point? Demandai-je avec prudence. Lucia hésita,
puis dit doucement, 2 millions de dollars. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Même les machines semblaient retenir leur souffle. 2 millions de dollars pour mon sang? Murmurai. Pour une vie, corrigea Lucia. Le vôtre peut lui sauver la sienne. Je baissai les yeux sur le léger bleu qui se formait à l'endroit où l'aiguille avait percé ma peau. Quelques heures plus tôt, ce bras ne valait rien. Maintenant, il valait des millions. Et pourtant, une question me taraudait plus que toutes les autres. Pourquoi moi? J'ai posé la question. Le regard de Lucia a vacillé. Parce que, mademoiselle Hart, dit-elle doucement, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un héritage. Pendant un long moment, je suis resté sans voix. Heritage. Le mot sonnait étrangement dans la bouche de Lucia, prononcé d'un ton sec et déterminé. Le docteur Brennan a échangé un regard avec elle, comme s'il hésitait à poursuivre. Finalement, il a expiré. Mademoiselle Hart, lorsque nous avons identifié votre type numérique 0, notre système a automatiquement lancé une analyse génétique. C'est le protocole standard pour les donneurs rares. Et j'ai demandé, avec précaution. Il a tourné la tablette vers moi. Graphique, séquence, pourcentage, rien de compréhensible pour moi. Mais son ton était grave. Nous avons trouvé un ensemble de marqueurs génétiques spécifiques à une très petite lignée européenne, la famille Marlborough de Monaco. J'ai ri doucement et secoué la tête. Vous voulez dire que je suis apparenté à des milliardaires? J'ai grandi à Wichita, au Kansas. Ma mère était serveuse. Mon père était chauffeur routier. Lucia s'est approchée et a posé son sac en cuir de marque sur la table. Le nom de votre mère? A-t-elle demandé. Rachel Whitmore, ai-je répondu. Et votre père? Tom Hart. L'expression de Lucia a oscillé entre la reconnaissance et le calcul. Rachel Whitmore. Elle murmura comme si elle avait goûté le nom. Elle avait travaillé pour la famille Marlborough il y a des décennies. C'est impossible, dis-je. Ma mère n'a même jamais quitté le pays. Vous en êtes sûr? La voix de Lucia s'adoucit. Parce que nous avons des archives concernant une Américaine nommée Rachel Whitmore qui travaillait comme interprète pour le frère d'Henry Marlborough au début de 1980 secondes. J'eus le souffle coupé. Son frère, Vincent Marlborough. Il a disparu en 1985. La famille pensait qu'il avait fugué après une dispute avec Henry. À peu près la même année, Rachel a quitté Monaco sans prévenir. J'avalai ma salive avec difficulté, le cœur battant la chamade. Vous insinuez que mon père n'est pas mon père. Le docteur Brennan baissa la voix. Nous ne pouvons pas le confirmer, mais votre ADN correspond à 99,7% à la signature génétique de Marlborough. Ce n'est pas une coïncidence, Violet. C'est une question de lignée. Pendant un instant, je n'entendis plus que le léger bourdonnement des machines. J'étais venu ici pour gagner 50 $. Et maintenant, ces gens étaient en train de me dire que toute ma vie, mes parents, mon identité. Tout cela reposait peut-être sur un mensonge. Je n'avais pas le choix. Appelle papa, dis-je en cherchant le téléphone à tâtons. Le docteur Brennan hocha la tête en silence. Fais-le, mais dépêche-toi. Le temps. Presse. Tandis qu'il sortait, Lucia me fixait, telle une négociatrice, évaluant son adversaire. Pourquoi maintenant? Demandai. Pourquoi moi? Parce qu'Henry est mourant, et tu es la seule parente vivante qui puisse le sauver. La famille recherche les ancêtres de Vincent depuis des décennies. Tu veux dire mon père? Le regard de Lucia s'adoucit pour la première fois. Oui, ton père. Yesonai. On sonna 2 fois avant qu'une voix familière, grise, ne réponde. Oh, tout va bien? Papa, est-ce que maman a travaillé à Monaco? Un silence, puis un lent et profond soupir. Tu l'as découvert, n'est-ce pas? Ma poitrine se serra. Alors c'est vrai. Ta mère a rencontré un homme nommé Vincent pendant qu'elle travaillait à l'étranger, dit-il doucement. Elle est rentrée enceinte. Je l'ai épousée et je savais que l'enfant n'était pas de moi. Elle m'a demandé de te protéger de ce monde, de leur argent, de leur nom. Tu m'as menti toute ma vie. C'est moi qui t'ai élevée, Violette. Ce n'était pas un mensonge. Les larmes brouillaient ma vue. Je me suis détournée pour que Lucia ne me voie pas. Papa, ai-je murmuré. Il y a un homme à Monaco, Henriot. Il est mourant. Mon sang peut le sauver. Vas-y, a-t-il simplement dit. Ne déteste pas ta mère pour ce qu'elle a fait. Elle voulait que tu vives une vie normale. J'ai essuyé mes yeux, j'ai contrôlé ma respiration et j'ai regardé Lucia. J'irai, ai-je dit, mais pas pour l'argent. Ses lèvres se sont légèrement étirées. Bien sûr que non, mademoiselle Hart. Mais ça ne fait pas mal, n'est-ce pas? 10 minutes plus tard, j'étais assise à l'arrière d'une berline noire aux vitres teintées, mes pensées se mêlant à chaque réverbère qui défilait. Le chauffeur ne disait rien. Le téléphone de Lucia vibrait sans cesse.
Alors que nous atteignions la piste privée, un jet blanc et élégant brillait sous les phares. Je me suis arrêté sur les marches et me suis agrippé à la rambarde. 6 heures plus tôt, j'étais une femme avec $47 dans mes bagages. Maintenant, je traversais le monde pour sauver un homme qui pourrait être mon. Je me suis retrouvé chez mon oncle, à la rencontre d'une famille qui ignorait mon existence et à la découverte d'une vérité que ma mère avait enfouie avec elle. Au moment où les moteurs vrombissent, Lucia se pencha vers moi et dit doucement « Bienvenue à la maison, mademoiselle Hart ». Le bourdonnement des réacteurs était régulier, presque hypnotique, mais mes pensées étaient loin d'être calmes. Je fixais la mer de nuages en contrebas par le hublot ovale, mon reflet flou sur la vitre, une femme flottant entre deux mondes, n'appartenant ni à celui qu'elle avait quitté, ni prête pour celui qui l'attendait. Lucia était assise en face de moi, tapotant frénétiquement son téléphone en français. Les hôtesses chuchotaient, préparant le matériel médical et des étuis en argent estampillés des armoiries en marbre. Je me suis serré contre moi-même. Je portais toujours la même veste délavée du Kansas. « Avez-vous peur de l'avion, mademoiselle Hart ?» demanda soudain Lucia. « J'ai peur de tout, dis-je doucement. Y compris de découvrir qui je suis vraiment. » Elle esquissa un sourire. Pas méchamment, juste fatiguée. La vérité est plus lourde que la hauteur, mais nécessaire. Le silence retomba dans la cabine. Je sortis mon téléphone, mon pouce hésitant au-dessus du contact de mon père. Tom Hart. Non, Vincent Maroro. Quand j'appuyai enfin sur le bouton d'appel, mes mains tremblaient tellement que je faillis laisser tomber le téléphone. Non. Sa voix était douce, usée par l'âge et la culpabilité. Papa, ai-je murmuré. Je suis dans un avion pour Monaco. Un long silence. J'entendais la respiration lente d'un homme se préparer au passé. Alors, tu les as rencontrés, Lucia. Elle a dit, mon sang peut sauver quelqu'un qui s'appelle Henri Marot. Mon oncle Henri. Sa façon de le dire, mi-douleur, mi-nostalgie, en disait long. C'est vrai, ai-je dit alors. Tu es Vincent. Tu les as quittés. Tu l'as quitté. Son silence était la seule confirmation dont j'avais besoin. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ai-je demandé, la voix brisée. Pourquoi t'ai-je laissé grandir en pensant que nous étions des gens ordinaires? Parce que je voulais que tu sois libre, Violet. Son ton était rauque. Henri et moi avons grandi dans des cages dorées. Les attentes, l'argent, le sang, chaque décision prise pour nous. Quand j'ai rencontré ta mère, j'ai vu le premier être humain de ma vie. Alors je suis parti. J'ai quitté un empire. Une prison, corrigea-t-il. Les larmes me brûlaient les yeux. Mais Amen savait. Elle le savait. Elle avait juré de te protéger de ce monde. Elle aimait Yuvi plus que tout. Les moteurs vrombissaient plus fort, l'air était lourd d'émotion. Il est en train de mourir, dis-je doucement. Et je suis le seul à pouvoir le sauver. Alors sauve-le, murmura-t-il. Et dis-lui que je lui ai pardonné il y a des décennies. Qu'a-t-il fait? Il voulait que j'hérite de tout, dit mon père. Mais je ne voulais pas de la couronne. Il ne comprenait pas que l'amour valait plus qu'un héritage. Yotavala et ma salive. J'allais bientôt le découvrir. Un bref silence suivit avant qu'il ne reprenne la parole, la voix tremblante. Violet Ecote. Quoi qu'il arrive, souviens-toi, le sang vous unit, certes, mais c'est le choix qui vous définit. Tu es ma fille parce que je t'ai choisie. N'oublie jamais ça. Ma vie se bruilla. Je n'oublierai pas. Bien. Alors va faire ce que toi seul peux faire. La conversation s'acheva, mais ses paroles résonnèrent encore, plus fortes que le vrombissement des moteurs. Lucia me vit essuyer mes larmes et dit doucement. Il t'a dit la vérité, n'est-ce pas? J'acquiesçai. Oui, et il m'a dit de sauver son frère. Pour la première fois, l'expression de Lucia inspira le respect, voire de l'empathie. Vincent était le seul Monaco à avoir jamais quitté le pouvoir, dit-elle. Henri respectait cela, même s'il ne l'exprimait jamais à voix haute. L'avion amorça sa descente, la côte monégasque scintillant sous un ruban d'or et de saphir. Au moment où les roues touchèrent le sol, je laissai échapper un souffle que je ne savais même pas retenir. L'hôpital qui nous attendait ressemblait à un palais. Sol en marbre, lustre, et homme en costume parlant un français étouffé. Je me sentis à nouveau insignifiante, comme cette femme sans le sou du Kansas. Complètement déplacée, Lucia me guida à travers les couloirs stériles jusqu'à une suite privée. Des machines émettaient un léger bip. Un homme fragile était allongé, entouré de médecins. Ses cheveux étaient argentés, sa peau translucide, mais ses yeux-là, reflétaient les miens. « Henri, dit Lucia gentiment. Voici Violet. » Il tourna la tête vers moi, les lèvres tremblantes. « Tu ressembles à Rachel, murmura-t-il. Tu es la fille de Vincent, balbutia mon cœur. Oui, dis-je, la voix brisée. Et je suis là pour te sauver. Il esquissa un sourire.
Alors peut-être que tu sauveras plus que moi. Tandis que l'équipe médicale préparait la perfusion, je regardais la poche, la ligne, ce rouge familier qui autrefois symbolisait la honte et la pauvreté. À présent, il symbolisait la vie, l'héritage, la réconciliation. L'infirmière inséra l'aiguille et je sentis la lente et rythmique aspiration de mon sang qui commençait à couler vers lui. Le frère de mon père, le secret de ma mère, mes propres débuts, dit Henri en tendant la main et en refermant ses doigts fins sur la mienne. Tu n'imagines pas, murmura-t-il, ce que cela représente pour notre famille. Les larmes coulaient librement. Peut-être bien, dis-je. Parce que cela ne te sauve pas seulement toi, cela sauve mon identité. Et pour la première fois depuis des années, tandis que le sang doré coulait, je ne me sentais plus brisé. Je me sentais sentire. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la pièce à travers les hautes fenêtres de l'hôpital donnant sur la Méditerranée. J'étais assise sur la même chaise, près du lit d'Henri. Le bandage était encore frais sur mon bras. Mon corps me faisait souffrir, mais une sensation de légèreté m'envahissait, comme si j'avais perdu bien plus que du sang. Henri remua, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. Sa voix était faible, mais claire. Tu t'es arrêté. Je voulais te voir te réveiller, dis-je en souriant doucement. Je suppose que j'avais une bonne raison maintenant. Il laissa échapper un petit rire. Tu as le sourire de ta grand-mère. Vincent disait toujours qu'elle était trop gentille pour notre monde. À l'évocation du nom de mon père, l'émotion me monta à la gorge. Il est vivant, dis-je doucement. Il m'a demandé de te dire qu'il te pardonnait il y a 40 ans. Henri tourna la tête vers la fenêtre, les yeux pétillants. Mi perdono? Non, c'est moi qui devrais lui demander pardon. J'ai essayé de faire de lui quelqu'un qu'il n'a jamais voulu être. Quand il est parti, je me suis dit qu'il reviendrait quand il comprendrait que j'avais raison. Il me regarda à nouveau, la voix brisée. Il n'est jamais revenu, mais maintenant je comprends pourquoi. Il a choisi la liberté et l'amour, et il t'a offert le monde. Un silence pesant s'installa. Je ne savais que répondre, alors je pris simplement sa main et la serrai, laissant le non-dit emplir l'espace entre nous. Cet après-midi-là, sa fille Isabelle entra, digne, élégante, mais avec un sourire sincère. Elle semblait porter le poids des privilèges et des responsabilités. « Je te dois la vie de mon père », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « Tu ne me dois rien », répondis-je. « Tu lui dois ton avenir. » Ça suffit. Enfin, dit-elle en faisant glisser une enveloppe sur la table. Le virement est effectué. 2 millions de dollars, comme promis. Je fixai l'enveloppe, abasourdi. « C'est injuste, murmurai-je. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Alors utilise-le pour une bonne cause, dit-elle. Mon père a construit des choses. Toi aussi. C'est peut-être de famille. Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Plus tard dans la soirée, Henri demanda à me voir une dernière fois avant sa sortie. Il se redressa, le visage reprenant peu à peu des couleurs. Violet, dit-il. Vincent m'avait dit un jour qu'il préférait bâtir une vie honnête de ses propres mains plutôt que d'hériter d'une fortune construite sur le dos d'autrui. Je ne l'avais jamais compris jusqu'à présent. Il prit une petite boîte en velours sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un pendentif en or fin, en forme de goutte de sang. Il appartenait à notre mère, dit-il. Elle pensait que le plus grand don de notre famille n'était pas ce que nous possédions, mais ce qui coulait en nous. Mes yeux piquèrent. Je ne peux pas accepter cela. Tu l'as déjà. Henry Surratt. Il reconnaît ce qui lui appartient. En quittant l'hôpital ce soir-là, l'air de Monaco embaumait le sel et le jasmin. Je contemplais le port où les yachts scintillaient au clair de lune et pensais à mes parents. Ma mère, qui avait fui ce monde, et mon père, qui en avait bâti un nouveau par sa seule volonté. Lucia m'attendait à la sortie de la voiture. « Tout est arrangé ?» demanda-t-elle. « Autant que possible », répondis-je. « Henri tient à ce que tu saches que la famille Marorow te considère comme l'une des leurs. »« C'est gentil », répliquai-je en contemplant la mer. Mais j'avais déjà une famille. Je ne savais simplement pas à quel point elle vivait en moi. Tandis que la voiture s'éloignait, le pendentif à ma main capta les derniers rayons du soleil couchant. Un petit éclat doré, chaud comme la vie. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus perdu entre deux mondes. J'étais enfin à la fois fille du Kansas et de Monaco. Une femme renaissant, non par la fortune ou la gloire, mais par le sang qui l'avait toujours ramenée chez elle. De retour au Kansas, le monde me parut différent, plus petit, mais plus doux. Le vent de janvier, qui m'avait jadis semblé une punition, caressait désormais mon visage comme une invitation. Je n'étais plus la même femme qu'avant. Je n'étais plus seulement Violet Hart, l'entrepreneuse ratée, ni Violet Marorow, l'héritière perdue. J'étais les deux. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment que c'était suffisant. Papa, Tom Hart, ou plutôt Vincent,
m'a rejoint au vieux restaurant de la route 24, celui où maman travaillait. Il était déjà assis dans notre vieille banquette, 2 tasses de café fumantes m'attendant, quand je me suis glissé en face de lui. Il a souri, les yeux emplis d'histoire. « Tu l'as vu » a-t-il dit. « Oui » ai-je murmuré. « Il est vivant. Il t'a pardonné. » Ces mots ont réveillé quelque chose en lui. Ses mains tremblaient lorsqu'il a tendu le bras par-dessus la table pour couvrir les miennes. « Ta mère aurait été fière » a-t-il dit. « Tu as fait ce que nous n'avons pas pu, rétablir la paix dans notre lignée. » Je l'ai longuement regardé et j'ai compris qu'il avait raison. La honte, le fait de se cacher, de faire comme si tout était fini. 2 semaines plus tard, j'ai utilisé une partie de l'argent de Maroro pour ouvrir At Construction. Non pas l'entreprise qui construisait des gratte-ciel pour faire du profit, mais celle qui reconstruisait les maisons des familles détruites par les tempêtes, les incendies et le malheur. Nous l'avions appelé Reconstruire l'espoir. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était important. Parfois, en regardant mon équipe poser la première brique d'une nouvelle fondation, je repensais à ce moment au centre de don de plasma. À quel point j'avais été désespéré, à quel point je m'étais senti vide, et comment, en l'espace d'un battement de cœur, ma vie avait été déchirée en 2 avant même que je comprenne ce qui se passait en moi. Et après cette nuit-là, assise sur ma véranda, j'ai déboutonné le pendentif en or qu'Henri m'avait offert. Le petit pendentif en forme de larme scintillait faiblement dans la lumière déclinante. J'ai pensé à lui, au courage de ma mère, à l'amour discret de mon père, à l'infirmière qui. Elle ne m'a pas abandonné quand j'étais une femme sans le sou, le bras écorché. Maintenant, je comprends. Ce qu'il y a de plus rare en nous, ce ne sont ni nos possessions ni nos réussites. C'est ce que nous portons inconsciemment en nous, attendant d'être révélé lorsque le monde le réclame. J'ai un jour vendu mon sang pour $50. Mais en le donnant, j'ai découvert quelque chose d'inestimable, que parfois, le miracle ne réside pas dans ce que l'on possède.